Mesdames, Messieurs les députés, nous terminons cette journée avec la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC. Monsieur Touvenel, Monsieur le Vice-président, Monsieur De Vienne, conseiller politique, merci de votre présence. Nous, comme à l'habitude, commençons par une intervention de votre part d'une quinzaine de minutes et on prendra ensuite les questions des députés. Monsieur le Vice-président, vous avez la parole. Merci. Merci de résister à la durée. Je crois que vous avez des dures journées. Alors, projet de loi Pacte. Il faut déjà, pour vous en parler, que je vous dise un peu pour nous ce qu'est l'entreprise. L'entreprise, c'est d'abord une communauté humaine qui, si elle est dans le secteur privé, doit faire des bénéfices pour pouvoir se développer. C'est un peu différent quand je suis dans le secteur public. La notion de bénéfice ne peut pas être considérée de la même façon, mais c'est d'abord une communauté humaine. Et c'est ce que nous avons sans doute beaucoup perdu en France depuis quelques décennies, si on ne l'a d'ailleurs jamais eu. J'en parle parce que tout à l'heure j'étais à Bruxelles et en revenant de Bruxelles sur le quai de la gare, je suis tombé sur un patron que je connaissais, qui j'ai négocié une convention collective il y a quelques années. Il s'appelle Jean-Pierre Pinaton et qui me disait je rentre et je ne sais pas si tu sais, on a repris une société allemande et il découvrait avec stupéfaction, alors que c'est un homme cultivé, un chef d'entreprise qui a de l'expérience, il découvrait avec stupéfaction qu'en Allemagne, il avait des salariés au sein du conseil d'administration en nombre et que c'était très efficace. C'est sans doute une autre vision de l'entreprise que nos chefs d'entreprise n'ont pas encore, parce qu'ils n'ont peut-être pas compris que l'entreprise, c'était évidemment les actionnaires qui finançaient, la direction, les salariés et aussi tout le tissu autour des clients, des fournisseurs et la communauté nationale. Et toute notre réflexion sur l'entreprise, le changement des entreprises, etc., va autour de ce noyau dur de d'abord communauté humaine. Alors on a eu un document qui était très bien fait, c'est la première fois qu'on a un document aussi à préparer à l'avance. Et je vais tout de suite aller sur les 3 axes de réflexion pour faire entrer l'entreprise dans le XXIe siècle. Pour nous, c'est l'affirmation que d'abord, l'État doit donner le cap, l'impulsion de départ, et les corps intermédiaires que nous sommes, les syndicats, et quand je dis les syndicats, c'est syndicats patronaux et salariés, c'est-à-dire des corps intermédiaires qui ont plus que leur utilité, doivent se saisir des orientations définies par le politique, les concrétiser, les mettre en œuvre. Et quand je parle des corps intermédiaires, c'est que pour nous, dans l'organisation de la société, ils sont indispensables. Ou alors nous laissons l'individu seul face à l'État. Alors on a vu, ça existe, ça a existé. Dans les pays de l'Est, ça a existé. Ça n'a pas franchement été une réussite. On l'a connu aussi chez nous, par la voie de l'ultralibéralisme, à partir de 1793, grâce à un brave bourgeois qui s'appelait Le Chapelier, qui a fait voter une loi qui interdisait tous les corps intermédiaires. C'était le même principe. Entre l'État et l'individu, rien. Et ça a été le même résultat, une catastrophe humaine. Et donc dans notre réflexion aussi, quel est le rôle et la place de ces corps intermédiaires, entreprises et syndicats, syndicats d'entrepreneurs et syndicats de salariés. Et pour nous, à chaque niveau, ils doivent être comme aujourd'hui consultés, mais aussi dans un certain nombre de cas co-décideurs. C'est-à-dire que dans l'organisation des entreprises et du social, il y a aussi des branches professionnelles qu'il faut à notre sens renforcer pour pouvoir leur permettre, en toute connaissance de cause, de mettre des règles qui soient bonnes pour tout le monde. Parce qu'une société sans règles, c'est une société qui est la loi du plus fort. Et on a besoin de règles pour éviter la concurrence déloyale. C'est aussi simple que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des branches professionnelles qui évitent la concurrence déloyale, sous l'égide de l'État. Le deuxième point, je l'ai un peu abordé, c'est le fait qu'au même titre que les actionnaires, les salariés sont une des composantes de l'entreprise. Ils sont aussi co-responsables de l'entreprise. Peut-être même plus que les actionnaires, parce que les actionnaires, c'est leur argent, c'est important. Les salariés, leur entreprise, c'est leur vie.
C'est ce qui leur permet de vivre. Ils doivent donc pouvoir participer aux décisions, aux grandes orientations de l'entreprise et bénéficier d'une partie des résultats. Ce n'est que justice de faire bénéficier les salariés d'une partie des résultats, comme il n'est que justice que les actionnaires aient aussi une partie du résultat. Et il nous semble que dans ce domaine, en France, nous avons de gros progrès à faire. Enfin, le troisième point, il est plus récent, mais il devient indispensable dans le cadre de la mondialisation, voire dans le cadre de l'Union européenne. Vous savez, nous avons un marché dit unique, mais dans ce marché dit unique, chacun n'a pas les mêmes règles du jeu. On entend beaucoup parler du code du travail français qui serait trop épais, trop lourd, trop grand. Certainement, il est complexe, oui, comme tous nos codes d'ailleurs. Je n'ai pas connaissance que le code des impôts soit particulièrement simple, que le code de la construction non plus, et je pourrais tous vous les passer en revue. Mais il nous semble que le problème de nos entreprises, en tout cas dans la compétition internationale, ce n'est pas le code du travail. C'est la concurrence déloyale que nous subissons, notamment au sein de la même zone, en matière fiscale, environnementale et sociale. Et c'est là où le consommateur peut influer et peut jouer. L'information du consommateur peut permettre à celui-ci de choisir un produit qui respecte des normes sociales, des normes environnementales, quitte à le payer légèrement plus cher. Mais du coup, ça nous amène, et au niveau de l'Union européenne et au niveau international, à une règle du jeu plus juste. Aujourd'hui, consommateur, je peux arbitrer entre un prix et une qualité. Je n'ai aucun renseignement pour savoir si à l'autre bout de la chaîne ou dans un maillon de la chaîne qui m'a fabriqué un produit ou qui m'a rendu un service, ce n'est pas que des quasi-esclaves que j'ai fait travailler. Et pourtant, chacun, nous pourrions choisir de payer un t-shirt 5 centimes d'euros de plus, parce que sur un t-shirt, la différence, c'est à peu près ça, si je savais que les gens qui l'ont fait, que ce soit dans notre pays, que ce soit en Bulgarie ou que ce soit à l'autre bout de la planète, ont été dignement traités. Et ça, pour nos entreprises, c'est quasiment indispensable si on veut mieux réguler la mondialisation. C'est pour ça que notre troisième point, c'est le consommateur qui doit pouvoir peser sur les comportements de l'entreprise. Voilà, Monsieur le Président, on me vient de demander quelques minutes. Ensuite, on répondra à devoir, s'il le faut, selon les questions que vous poserez. Merci. Je vais prendre une première série de 3 questions. Madame Potel, Monsieur Boucher, Monsieur Bricou. En fait, je prendrai aussi Monsieur Di Filippo, comme ça on aura les 4. Anne-Laurence Potel de La République En Marche. Bonjour Monsieur le Président, bonjour, merci de cet exposé. Ma question va porter sur votre point de vue concernant la définition de l'objet social de l'entreprise. On a parlé depuis ce matin et on a beaucoup évoqué la modification éventuelle dans le Code civil de la définition de l'entreprise. L'idée étant d'intégrer à la fois les principes d'engagement sociétaux, mais également une meilleure prise en compte dans cette définition des salariés. Au-delà de cette définition, le principe d'un statut de l'entreprise à mission ou à objet social étendu a été évoqué, qui permettrait à un acteur du secteur lucratif de développer également une activité d'intérêt général. On a des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont fait paraître une tribune le 5 mars parce qu'ils s'inquiètent un petit peu de cette évolution et du fait que le rapprochement éventuel vers les définitions et les principes même de leur secteur de l'économie sociale et solidaire pourrait remettre en cause leur nature. Donc je voulais avoir votre sentiment là-dessus et comment vous verriez une articulation entre à la fois un secteur lucratif qui prendrait de meilleure manière en compte l'intérêt général et un secteur de l'ESS qui lui-même conserverait ses spécificités. Merci. Jean-Claude Boucher, Les Républicains. Merci, Président.
votre propos est très intéressant et vous vous attaquez directement en disant qu'une entreprise est une communauté humaine, donc, et ce qui est très vrai. Donc voilà, donc tout est dit à travers cette phrase, mais vous parlez des trois composantes, l'actionnaire, le salarié et le consommateur. J'aimerais que vous précisiez un peu tout cela. Je vais commencer par le consommateur. La première approche du consommateur va être le prix à un moment donné. Donc, puisqu'il a un réflexe en termes de coût, en termes de prix, je pourrais faire référence au problème Nutella dont tout le monde a parlé à un moment donné, et il ne va pas voir simplement ce qu'il y a derrière. Donc comment faire en sorte à ce que ce consommateur puisse prendre en compte la problématique de l'entreprise. Pour le salarié, il est bien évident que le salarié doit plus accompagner, à mon avis, l'entreprise et dans l'actionnariat, mais quelle part peut-il y avoir de responsabilité entre l'actionnaire traditionnel et le salarié? L'actionnaire traditionnel va investir une partie de ses fonds. Le salarié peut être actionnaire à un moment donné, mais ils n'ont pas, à mon avis, la même responsabilité. Comment vous voyez un peu, je dirais, le jeu entre les deux? Je vous remercie de vos réponses. Merci. Jean-Louis Bricot, Nouvelle Gauche, Commission des Finances. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur de vos interventions. Moi je voudrais parler peut-être d'un autre sujet, un peu parallèle, mais faire le lien entre entreprise et territoire. Je suis élu de la Thiérache, dans les Hauts-de-France, en Picardie, dans l'Aisne, au nord de l'Aisne. C'est un beau territoire hein, où il y a des bocages, des églises fortifiées, on s'y plaît bien dans notre ruralité. On a un problème, c'est qu'il manque de travail. Et pourtant, les entreprises qui sont des belles entreprises, hein, le Creuset par exemple, les cocottes Le Creuset, Materne, Nestlé, ils sont plutôt heureuses. Il y a un attachement entre les employés, ils sont très attachés à leur outil, à leurs entreprises. On y trouve une certaine paix sociale, quoi. Et malgré tout, il y a toujours cette logique d'aller s'installer, d'aller se concentrer l'activité toujours sur les grandes villes. Alors ça pose des problèmes. D'abord, je pense que ça coûte cher. On le voit avec la facture du Grand Paris. Ça cause beaucoup de problèmes de logement, de transport, de sécurité quelquefois. Donc comment on peut déjouer un petit peu cette logique d'aller se concentrer toujours dans les villes? Et pourquoi pas venir dans nos campagnes où on a plein de maisons vides, on a certes des problèmes de transport, mais ils sont facilement, on peut arriver à les résoudre. Des problèmes quelquefois effectivement de recrutement, de formation, mais par exemple sur certaines industries, enfin certains services, par exemple les centres d'appel, pourrait facilement être localisé. On arrive encore à répondre au téléphone. Et puis, s'il fallait mieux le faire, on pourrait, je pense, organiser des formations. Alors, que proposez-vous justement aux entrepreneurs? Est-ce que vous avez des propositions pour qu'ils viennent s'installer dans notre ruralité? Je pense que ça rétablirait certains équilibres. Puis, une deuxième question, vous avez parlé de la relation entre consommateurs et entreprises. Êtes-vous sûr que les consommateurs ont réellement le choix entre le prix et puis la qualité? Merci. Pour terminer cette série, Fabien Di Filippo, La République. Merci Président. Bonjour messieurs. J'aurais 4 questions. Tout d'abord 2 qui concernent des réformes annoncées actuellement par le gouvernement. La première sur l'universalité de l'assurance chômage. J'ai cru déceler un écart important entre le discours du candidat Emmanuel Macron et les mesures promises par le gouvernement. Je crois que ça concernera pas plus que quelques centaines de personnes en plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Je voulais avoir votre avis sur le sujet. La deuxième sur la formation professionnelle. Là aussi, les crédits d'heures vont devenir des crédits en euros. Est-ce que c'est réellement une révolution pour vous en termes de formation professionnelle? Troisième question, sur la remise en cause des statuts de la fonction publique à laquelle on assiste actuellement, et moi j'ai rien contre ça a priori, on demande beaucoup d'efforts aux cheminots, mais je crois qu'on oublie certains publics, notamment les hauts fonctionnaires. Je ne vous ai pas trop entendu sur le sujet, des fonctionnaires très bien payés, souvent mieux que le président de la République à Bercy, au Quai d'Orsay. Oui, mais ce n'étaient pas les mêmes personnes pour répondre, donc on a le droit de leur reposer la question et leur réponse sera sans doute très intéressante. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que on oublie quelqu'un et qu'on s'attaque toujours aux plus faibles et que c'est facile de montrer les muscles devant certaines catégories plutôt que devant d'autres? Et enfin, quatrième question sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Nous, on est partisans d'une revalorisation du travail qui soit réelle et rémunéré, ça veut dire un gain de pouvoir d'achat réel, non pas celui qu'annonce depuis le 1er janvier le gouvernement, avec derrière, on le voit bien, dès que vous passez à la pompe, ces gains qui sont plus que complètement amputés. Donc les 21 millions de Français n'ont pas vu de gain de leur pouvoir
pouvoir d'achat, c'est-à-dire travailler davantage au-delà de 35 heures, sans risque de devoir passer à la caisse et de reverser l'intégralité du gain au fisc l'année N+1. Donc je voulais aussi avoir votre avis sur cette 4e question. Merci beaucoup. Merci, messieurs, vous avez la parole. Vous n'êtes pas obligé de concentrer toutes vos réponses sur le prix du diesel, mais vous pouvez éventuellement l'aborder si vous le souhaitez aussi. Je comprends que ça ne fasse pas forcément partie de vos axes habituels. On va essayer de répondre à tout, ce qui dépasse un peu le projet de loi Pacte. Mais sur l'objet social de l'entreprise, oui, vous avez noté comme nous que l'objet social de l'entreprise, en gros, c'est le code Napoléon. Il est peut-être bon que quelquefois les choses évoluent. Une bonne évolution, c'est une évolution utile. Aujourd'hui, si je m'appelle Danone, je pourrais être condamné devant les tribunaux parce que le Code civil ne me permet pas d'avoir l'activité que j'ai, c'est-à-dire au-delà de mon activité financière, industrielle, une activité qui sert le bien commun. Nous avons des entreprises en France qui aujourd'hui courent ce risque d'être condamnées parce que le Code civil leur interdit d'avoir les pratiques pourtant citoyennes, pourtant bonnes, pourtant utiles, pourtant nécessaires qu'elles ont. Il me semble, quand on regarde ça, il faut donc faire évoluer le Code civil de façon très pragmatique. Est-ce que ça doit être brutal? Peut-être pas, mais déjà autoriser les entreprises, donc inscrire dans la loi qu'elles portent une responsabilité sur les impacts de leur activité, sur le bien commun. Une entreprise, pas plus qu'une personne, n'est un être isolé dans un monde qu'il fabrique. Une entreprise peut naître, se développer dans un cadre, bénéficier de ce cadre. En tout cas en France, on a beaucoup de chance tous de bénéficier du travail des générations précédentes qui nous ont fait un magnifique pays. Entreprises comme salariés, nous sommes tous des héritiers. Eh bien, il est normal que les entreprises prennent aussi en compte cet héritage et, si je veux aller vite, ne salopent pas la planète, soient responsables. Aujourd'hui, le Code civil, à la limite, ne le permet pas quand je vais un peu au-delà de cette responsabilité. Donc l'impact de l'activité sur le bien commun, il nous semble qu'on doit faire évoluer la loi pour au moins que ces entreprises, qui sont des entreprises citoyennes, ne soient plus des entreprises délinquantes aux yeux de la loi. Après, il faudra... Voilà, je vais vite parce qu'on n'a pas toute la soirée pour en discuter. Il faut sans doute affiner, il faut sans doute regarder comment ça se passe. Alors je sais que du côté du MEDEF, on est assez réticents, mais le côté du MEDEF, ils sont toujours réticents à bouger les choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est assez considérable. Là, on va fêter mai 68. Regardez bien ce qui s'est passé en mai 68. Comment le blocage salarial pendant des décennies où il y avait le plein emploi, où les entreprises faisaient des bénéfices, où il y avait une véritable activité industrielle, il a fallu qu'ils aient un peu la trouille pour tout d'un coup augmenter le salaire minimum de 35%, les salaires de 10% et de faire évoluer les conventions collectives qui étaient bloquées depuis des années. Je ne souhaite pas qu'on ait de mouvements pareils dans notre pays, qu'il faut que le patronat ait enfin la trouille pour se dire « nous avons aussi un devoir social vis-à-vis de la communauté ». Encore faut-il que ce devoir social, ils aient les moyens de l'accomplir. C'est ça le sujet des discussions. Mais souvent, ils sont assez bloqués. Et quand je parle du patronat, je ne parle pas des chefs d'entreprise, des MEDEF territoriaux, la CPME, etc. Je parle plutôt du MEDEF national, avec qui j'ai déjà plusieurs fois négocié et qui m'ont toujours assez étonné. À la limite, si je veux les caricaturer rapidement, le mouvement de lutte des classes le plus riche en France s'appelle le MEDEF. Donc il faut aussi les pousser à évoluer. Il est normal que... Et j'en viens sur cette co-responsabilité. Oui, les entreprises ont une responsabilité par rapport au territoire. Oui, il faut aider les entreprises à rester dans les territoires ou à revenir dans les territoires. Les nouveaux outils, les nouvelles technologies doivent pouvoir y aider. Encore faut-il que les territoires ne soient pas vidés de leur substance, c'est-à-dire que les familles puissent trouver des écoles, des hôpitaux, des postes, des magasins. Et quand je vois qu'un certain nombre d'élus sont tout à fait d'accord pour ouvrir les grandes surfaces et les centres commerciaux le dimanche, ont-ils mesuré l'impact sur le commerce de proximité, la désertification des territoires, notamment dans les zones rurales, mais y compris dans les villes et dans les banlieues? Ont-ils mesuré l'augmentation du chômage due à l'ouverture des grandes surfaces le dimanche?
Parce que vous aurez remarqué comme moi que si au rayon chaussures de votre grande surface, vous avez 0 salarié, un chausseur de centre-ville, c'est 1, 2 ou 3 emplois. Et celui qui parle le mieux de ces sujets, c'est sans doute Michel-Édouard Leclerc. Il les connaît un peu. Il dit 2 choses. 1, ça ne crée pas de richesse d'ouvrir le dimanche pour mes centres Leclerc. C'est une journée de charge supplémentaire et je ne vends pas plus. J'étale ma vente sur une journée supplémentaire. Je dois ouvrir si ma concurrence ouvre. Donc si on dit à tout le monde de fermer le dimanche comme c'était avant pour les grandes surfaces et les centres commerciaux, on sauve le commerce de proximité, en tout cas on l'aide, les marchés traditionnels, parce que personne ne veut faire fermer votre boulanger, votre boucher, etc. Au contraire, on les défend et on sauve des milliers d'emplois. Ça aussi, c'est l'aménagement du territoire. Ça aussi, c'est une certaine vision de l'entreprise et de la responsabilité de l'entreprise. Parce que moi, j'aime bien quand un chef d'entreprise est responsable, le petit commerçant qui ouvre le dimanche matin, il est derrière sa caisse. Madame Carrefour, je ne l'ai jamais vue derrière sa caisse le dimanche. Par contre, j'ai vu des femmes, beaucoup de femmes seules, dans la grande distribution, être obligées d'aller travailler. Question, que deviennent les enfants ? Ça aussi, ça fait partie de l'aménagement de la société. Merci d'avoir posé cette question sur l'aménagement du territoire qui permet d'élargir un peu notre débat, mais sur des sujets économiques qui ne sont pas neutres. Je vais quand même vous donner un chiffre, qui n'est pas mon chiffre, c'est un chiffre patronal, Fédération italienne Conferencianti, qui a mesuré l'impact de l'ouverture des grandes surfaces le dimanche en Italie. En 2 ans, ils ont chiffré qu'il y avait plus de 40 000 emplois perdus et des milliers d'entreprises, c'est les commerçants, des artisans qui sont des entreprises, qui ont dû fermer du fait de cette concurrence. Législateurs, réfléchissez à ça, et quand je vois que certains veulent accélérer le processus, bon, ça sera un vrai sujet. Invitez-moi pour vous en parler, je peux vous en parler longuement de ce sujet-là. C'est un très beau sujet de société et économique. Si on veut recréer des groupes qui contrôlent tout, alors il faut continuer comme on fait. Et le jour où des groupes contrôlent tout, c'est plus du libéralisme, il n'y a plus la liberté du commerce, puisqu'il y a quelques groupes qui contrôlent et la distribution et qui imposent leurs lois aux producteurs. Les vrais libéraux sont ceux qui veulent permettre, dans notre pays, de continuer à avoir un ensemble de producteurs libres avec un ensemble de distributeurs libres. C'est ça la liberté du commerce et la liberté de l'entreprise, me semble-t-il. Alors, dans les questions sur l'objet social, tu veux rajouter quelque chose, Geoffroy ? Rajouter quelque chose pour la réponse à la question que vous avez posée. Donc, quelle est notre position par rapport aux entreprises à mission, et puis comment tout ceci s'articule-t-il avec l'économie sociale et solidaire ? Alors, pour les entreprises à mission, dans le document qu'on vous a remis préalablement, nous avons pris une position très claire. Nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée. Pour 2 raisons. La première, effectivement, c'est qu'il y a un télescopage avec l'ESS. Et puis la deuxième raison, c'est que, étant donné que ce statut serait quelque chose de volontaire, ça ouvre la porte finalement à ceux qui ne le choisiraient pas. Ça les libère de toute obligation vis-à-vis des questions environnementales, sociales et de gouvernance qui nous préoccupent. Donc ce serait quelque chose de plutôt négatif, parce que ça ouvrirait la porte à un tas de choses qui ne sont pas souhaitables. Et alors, quant à l'économie sociale et solidaire, nous pensons que c'est un vrai secteur qui a tout à fait sa place. Et notre demande là-dessus, parce que je pense qu'il faut quand même y réfléchir, c'est qu'il faudrait peut-être probablement plus resserrer ou solidifier les critères d'accès à ce secteur-là. Et que finalement, il faut que ce soit les entreprises qui relèveraient de ça soient vraiment sociales et solidaires. Et là, aujourd'hui, voilà, il semblerait que la loi Hamon était un petit peu trop large ou pas assez précis, et je pense qu'il faudra un petit peu revenir là-dessus. Donc voilà la question. Et sur la question de la modification de l'article du Code civil, notre conviction, c'est que c'est le moment. Je crois que Joseph l'a bien expliqué. 1804, depuis on n'a rien fait.
effectivement, on n'a rien fait, mais les entreprises ont fait. C'est l'exemple de Danone, c'est l'exemple de Michelin, c'est tout un certain nombre d'entreprises qui ont compris qu'il y avait aussi une dimension sociale dans leurs activités, et elles ont fait sans avoir de texte de loi quelconque. Et donc on est arrivé aujourd'hui à un moment où finalement il y a un certain nombre de gens qui ont fait, il y en a d'autres qui ne font pas et qui n'ont pas envie de faire, et donc ça nous paraît être le bon moment pour entraîner tout le monde maintenant. Ceux qui l'ont fait n'y verront pas d'inconvénient puisqu'ils l'ont déjà fait. Et voire même ça les protégera, comme l'expliquait Joseph, ça les protégera parce qu'aujourd'hui ils ont fait, mais ils sont un peu en risque au plan juridique. Et ceux qui n'ont aucune envie de faire, ben là ils vont être obligés de se préoccuper des impacts, parce que je pense qu'il faut qu'on rédige ça dans le Code civil avec la notion d'impact. C'est pas la notion d'intérêt général qui avait été évoquée à un moment me paraît trop large. Il faut plutôt parler que l'entreprise soit consciente des impacts qu'elle a sur le social, l'environnemental. Voilà. Alors, quand je terminais mon propos, j'évoquais l'ouverture des grandes surfaces le dimanche, juste à un moment où un de vos collègues qui a fait un tweet intelligent à ce propos aujourd'hui venait d'arriver. Un tweet que j'ai vu avec beaucoup de plaisir hier. Sur l'entreprise, la communauté humaine, ce n'est pas un débat nouveau, ce n'est pas une idée nouvelle. Vous avez quelqu'un, alors qui est évidemment quelqu'un d'abominable, puisque c'était un chef d'entreprise qui s'appelle Léon Harmel, qui écrivait en 1829 comment, alors chef d'entreprise, usine de textile, et que disait-il à cette époque-là? Comment en effet un ouvrier peut-il s'intéresser à son travail si le patron le laisse ignorant de toute la marche de l'usine, s'il ne l'intègre pas pour ainsi dire dans tous les rouages, ne lui laisse pas l'initiative nécessaire au développement de sa personnalité? Toutes ces bontés en dehors de cela passeront à côté, ce sera la générosité du riche vis-à-vis du pauvre. Et ce même Léon Harmel, il a mis en place, c'est lui qui a mis en place ce qu'il appelait les conseils d'usine, c'est-à-dire les premiers délégués du personnel, qui décidaient un peu de tout avec la direction, y compris du montant des rémunérations. Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Ça a très bien fonctionné. Il s'est développé, il a déposé énormément de brevets, il a ouvert une usine en Espagne. Fin de l'aventure, ça a été la guerre de 14-18. Vous voyez que ce n'est pas nouveau, l'association des salariés dans l'entreprise. Alors après, toutes les entreprises ne sont pas sur le même modèle. Réfléchissons, comment faire? Ça serait un choc culturel trop important pour un certain nombre de chefs d'entreprise si on faisait comme en Allemagne, la moitié du conseil d'administration dans les entreprises de plus de 3000 salariés, ce sont même pas des élus par les salariés, des gens désignés par l'organisation syndicale. Dans les entreprises de plus de 300, c'est un tiers. Est-ce que les entreprises industrielles allemandes fonctionnent moins bien que les entreprises industrielles françaises? Je pense que là, on a une voie à suivre, et je dis encore, il y a un choc culturel des deux côtés d'ailleurs. Le fait de ne pas associer et de ne pas laisser, je parle bien d'associer aux grandes réflexions sur l'avenir de l'entreprise, je ne parle pas de co-diriger, il y a des directions, c'est normal. Mais le fait d'associer véritablement les salariés aux grandes orientations de l'entreprise, d'abord, ça équilibre les choses. L'actionnaire, c'est bien naturel, va vouloir un retour sur investissement maximum en un minimum de temps. Le salarié va avoir une autre vision de l'outil de travail, parce que c'est sa vie, et celle des siens. Et donc peut-être une vision plus pérenne, ça amène un équilibre. Mais sans doute qu'aujourd'hui dans notre pays, on ne pourrait pas arriver du jour au lendemain à faire ce que fait l'Allemagne, choc culturel et pour un certain nombre de patrons, et pour un certain nombre de syndicalistes, qui sont bien contents qu'on ne les associe pas à prendre leurs responsabilités dans les affaires de l'entreprise. Ça permet de toujours dire « c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien », alors que c'est beaucoup plus difficile. Quand je dois être co-responsable, de bâtir ensemble, il faut que je prenne mes responsabilités. Mais sans doute que c'est la voie, une des voies les plus efficaces pour que l'entreprise soit la communauté, une véritable communauté humaine. Sur le prix, évidemment, les consommateurs que nous sommes tous, nous avons toujours regardé le prix. Mais enfin, il y a une éducation à faire de chacun. Et puis, chacun se rend compte aussi que si on va toujours vers le prix le plus bas, c'est l'ensemble de la société qui en souffre. Le prix le plus bas, c'est notre chômage à tous. Et ça, on est capable de le comprendre. Alors, le plus pauvre ira toujours au moins cher. On ne va pas lui reprocher au plus pauvre.
Mais je ne suis pas sûr que rien que dans cette salle, nous n'ayons que des plus pauvres. Et je ne suis pas sûr que chacun ici ne puisse pas faire un effort de payer 10 centimes de plus un t-shirt, voire 5 € de plus un jean, pour permettre à des travailleurs d'être décemment rémunérés. Quand vous voyez ce que gagnent les travailleurs du bout du monde qui fabriquent les chaussures de sport du type Nike, et combien c'est vendu, on se dit qu'on a un véritable problème et de compétitivité pour nos entreprises, mais on a aussi un problème humain et moral. Et ça, on peut y répondre par quelque chose qui s'appellerait la traçabilité sociale. Faisons-le sur les produits, en commençant par les produits simples. Ben voilà, j'ai un pantalon, j'ai une veste, tout ça c'est simple. Mon stylo c'est simple, mon cahier c'est simple, enfin il y a plein d'objets, voilà, j'en ai là. Traçabilité sociale, c'est quoi? S'il y a une pastille bleue, on sait que ce produit a été fabriqué en respectant les normes de l'Organisation internationale du travail. Des normes simples, basiques. S'il n'y a pas, c'est qu'il y a un doute. Et moi, consommateur, là, j'ai la vraie liberté de choix pour arbitrer entre un prix, une qualité et le respect des salariés, que ce soit dans notre pays ou au bout du monde. Et ça c'est la mondialisation positive que nous pouvons construire. Enfin, la dernière série de questions... L'universalité de l'assurance chômage, vous avez fait votre travail de parlementaire et politique, vous avez critiqué un candidat à l'élection qui avait dit une chose, qui ne fait peut-être pas exactement. Je pourrais reprendre les candidats aux élections présidentielles précédentes et leur ressortir la même chose. Ce n'est pas vraiment ce qui va m'intéresser personnellement dans la construction sociale, dans la construction de mon pays. Ce qui m'intéresse sur le problème de l'assurance chômage, c'est d'abord que les gens qui se trouvent sans emploi soient couverts et continuent à être couverts. C'est que les gens qui se trouvent sans emploi, on développe la formation pour ne pas les laisser au bord de la route, d'autant plus que les métiers évoluent de plus en plus vite, les technologies évoluent de plus en plus vite, et on a un effort considérable à faire en ce domaine, parce qu'on n'est pas très bon, collectivement, parce que beaucoup d'argent sont mis dans la formation encore aujourd'hui et servent aussi à autre chose. Et donc il faut revenir à ce que l'argent pour la formation des salariés serve à la formation des salariés, réponde aux besoins des entreprises, parce qu'aujourd'hui, quand même, on voit de plus en plus d'entreprises qui nous disent « j'ai du boulot, mais je n'ai pas les personnes formées pour le faire ». Donc on a un problème aussi de l'éducation nationale, on a un problème de la formation professionnelle co-gérée, mais pour le chômage, remarquez bien une chose, c'est que cette co-gestion, patronat-syndicat sur l'assurance chômage, quand vous regardez, c'est quand même pas mal géré. Quand vous voyez le déficit et le nombre de chômeurs, vous vous dites, et le service rendu, que quand on laisse les partenaires sociaux dans un cadre de responsabilité, ils sont assez responsables. Alors évidemment, on se bagarre. Quand on arrive à reconduire les modalités, on se bagarre, on se menace, on négocie, j'en veux plus, t'en auras moins, etc. Mais globalement, regardez notre système, quand on voit le nombre de sans-emploi, le service rendu, c'est quand même pas si mal géré que ça, c'est même plutôt bien géré. Je crois même que l'État, en gros, ne pourrait prendre exemple sur la gestion des partenaires sociaux. Sur la formation professionnelle, je l'ai dit, alors il faut que ça évolue, il y a des masses financières qui sont mal utilisées pour différentes raisons, mais il faut en finir, il y a vraiment une nécessité là, et une co-responsabilité de tous. Ce n'est pas un secret de polichinelle de savoir que beaucoup d'organisations syndicales, principalement patronales, se financent sur la formation professionnelle. Donc il faut arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre à mort, ça veut dire qu'il faut voir comment elles peuvent se financer, parce qu'elles rendent aussi un véritable service. Mais il faut faire la transparence et regarder ce qui est utile. Sur le problème du crédit d'heure, il y a une grande polémique là-dessus. Est-ce qu'il faut que la formation professionnelle soit en crédit d'heure ou monétarisée? Nous, on n'a pas de position toute faite là-dessus. Pourquoi? Parce que, avant d'avoir une position idéologique, on a un peu interrogé les gens. Et beaucoup nous ont répondu « Ah, mais c'est bien parce que si je sais que c'est tant d'euros, pour moi, ça me parle. » Mais c'est bien qu'on parle aux salariés. L'autre chose, c'est que, évidemment, si j'ai un crédit d'heure, c'est un crédit d'heure pour faire telle chose, donc c'est plus compliqué que les visions brutales et idéologiques. Je pense qu'il n'y a pas de vérité vraie dans un sens et dans l'autre. Est-ce qu'il faut donner un crédit d'heure? Est-ce qu'il faut dire on monétise?
Il y a du bon et du mauvais des deux côtés. C'est, à mon sens, pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est des bonnes formations efficaces, c'est-à-dire une réactivité aussi dans nos outils. Quand vous voyez le temps qu'il faut pour mettre en place des formations professionnelles efficaces, aujourd'hui, on entend toujours, comme je l'entends depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, qu'il nous faut des soudeurs spécialisés, notamment pour Airbus, notamment pour la construction dans les chantiers navals. Ça fait des années que j'entends ça, et ça fait des années qu'on en forme insuffisamment. Ça me semble être le cœur du sujet. Et il faut qu'on avance tous ensemble là-dessus. Alors vous aviez encore 2 questions sur les statuts, les cheminots. C'est pareil, là il y a beaucoup d'idéologie. Moi je ne suis pas cheminot, je suis du secteur privé. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans et demi comme manœuvre chez un horticulteur. J'ai fait différents boulots, je connais un peu le monde du travail. Statut des cheminots, j'y connaissais rien, donc je suis allé regarder un petit peu. Mais il n'y a pas un statut des cheminots, il y a des statuts des cheminots. Regardons ce qui est utile et nécessaire. Effectivement, pour les gens qui découchent plusieurs fois par semaine, qui vont dormir dans une gare au fin fond d'un trou, qui n'ont pas de week-end, qui n'ont pas de dimanche, qui n'ont pas de fête, qui ont un travail avec des rythmes qui sont usants, il est normal qu'ils aient un statut spécial par rapport au comptable de la SNCF. C'est ça qu'il faut regarder. Regardons très pragmatiquement ce qui doit évoluer, parce que les choses n'ont pas à être figées, mais si l'évolution est bonne, et non pas en vrac, en me montrant du doigt telle ou telle catégorie, c'est jamais bon. Regardons très précisément si les voitures de fonction des dirigeants de la SNCF sont vraiment nécessaires, par exemple, si on veut donner des exemples. Parce que s'ils prenaient le train tous les jours, peut-être qu'ils réaliseraient un peu les problèmes que nous avons dans les RER tous les jours, comme hier matin, un invité, un député européen venant de Bruxelles pour une réunion est arrivé avec 1h15 de retard, parce que Thalys en retard, parce que métro en rade. Belle image de la France. Et ça, c'est pas le statut, c'est aussi le sous-investissement depuis des décennies. Mais sans doute que le statut doit aussi, dans un certain nombre de cas, évoluer, mais pas le statut. Quand on voit que la période d'essai d'un cadre à la SNCF, c'est de mémoire 2 ans et demi. Période d'essai. On va leur rallonger? Peut-être leur diminuer. Donc regardons les choses point par point et métier par métier et exercice du métier par exercice du métier, parce que j'ai découvert aussi avec une certaine surprise qu'il y avait encore à la SNCF des gens qui, pour des raisons pratico-pratiques, soulevaient le ballast à la main et les rails quasiment à la main dans certains cas. Ben, si ça, ce n'est pas des travaux épuisants, si ce n'est pas des travaux qui cassent, donc regardons métier par métier. Défiscalisation des heures supplémentaires, à mon sens, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Vous avez parlé de la valeur travail, j'en suis entièrement d'accord. Si le travail est une valeur, ben quand je regarde le salaire minimum, c'est qu'on ne considère pas comme une très grosse valeur le travail. Hein. Et ça se paye. Et on a un problème de faiblesse des salaires dans notre pays. Et effectivement, alors vous avez évoqué les 35 heures, j'ai du mal à comprendre le débat idéologique sur les 35 heures. Sauf si quelqu'un ici peut me donner le texte qui interdit à un chef d'entreprise de faire travailler ses salariés au-delà de 35 heures. Ben oui, vous ne pouvez pas parce qu'il n'existe pas le texte. Hein. Par contre, moi, je peux vous fournir le texte qui oblige un salarié à travailler au-delà de 35 heures si on lui demande. Et s'il ne le fait pas, c'est une faute professionnelle pouvant aller jusqu'au licenciement. Donc le débat sur la durée du travail en France, c'est de l'idéologie. Vous pouvez avoir un débat sur le coût du travail. Vous pouvez me dire, au-delà de 35 heures, payer une heure supplémentaire, 20-25%, ça dépend des cas, ou 10% de plus, peut obérer ma rentabilité. Mais traitons du vrai sujet, pas de la durée du travail, qui est un non-problème dans notre pays. Et quand je dis ça, ce que je dis là, j'ai été invité il y a quelque temps par une association normande qui, cette originalité, quand ils invitent quelqu'un, le lieu, c'est en fonction de l'invité. Alors le syndicaliste de service, un vendredi soir dans la banlieue de Caen, dans une usine, voilà, parce que j'étais le syndicaliste, on me met dans une usine de 150 salariés, qui est une usine qui fait des pièces pour les grandes sociétés automobiles, qui les invente et qui fabrique les premières.
chef d'entreprise de 45 ans, il a son usine dans la banlieue de Caen, il en a une autre en Pologne, d'environ 650 salariés, et il vient d'ouvrir quelque chose en Irlande, mais là je ne suis pas sûr que ce soit pas pour des raisons fiscales. Mais un vrai chef d'entreprise, un gars qui connaît son truc. Hein. Et ce que je viens de vous dire là sur les 35 heures, il a pris le micro après. Lui, chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il a dit? M. Touvenel a absolument raison. Je n'ai aucun problème de durée du travail. Quand j'ai plus de commandes, on travaille plus. Alors pas du jour au lendemain, évidemment, parce que les gens ont aussi besoin d'avoir une vie sociale. C'est-à-dire que si j'ai des engagements associatifs, si j'ai des engagements familiaux, je ne peux pas du jour au lendemain faire varier mes horaires. Mais quand il a plus de commandes, il fait travailler plus. Quand il a moins, il fait travailler moins. Ça se voit tous les jours dans notre pays. Donc, sur ce sujet-là, oublions la durée du travail, sauf si on veut faire travailler les gens au-delà de 47 heures ou de 62 heures avec dérogations exceptionnelles, mais je pense que ce n'est pas le cas. Et voyons le coût du travail, qui est un autre sujet. Et effectivement, la défiscalisation des heures supplémentaires peuvent sans doute en partie répondre à ce sujet. Je voudrais compléter sur le consommateur. Donc nous sommes convaincus que le consommateur, il a son rôle à jouer vis-à-vis du comportement des entreprises. Et bon, on le voit de façon très concrète. On a eu l'affaire Lactalis, on a eu l'affaire Lafarge-Holcim-Syrie. Enfin, il y a eu des réactions qui sont devenues des réactions grand public. Donc évidemment, il faut se méfier de la dictature de l'émotion. C'est évident. Mais le consommateur, il n'est pas neutre. Et alors, du point de vue sur le plan financier, nous essayons d'organiser ça depuis maintenant quelques années au travers de ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Donc on arrive à essayer d'orienter les capitaux des épargnants, et nous le faisons beaucoup dans l'épargne salariale au niveau syndical, d'orienter les capitaux des épargnants vers des entreprises qui ont un comportement exemplaire sur les sujets qui sont les nôtres. Donc le consommateur, il est acteur dans tout ça, et il n'est pas toujours à rechercher le meilleur prix, il a aussi une conscience, et il peut exercer sa quête de valeur et porter un jugement sur le comportement des entreprises. Et donc nous y croyons beaucoup, c'est un des acteurs qui doit être dans l'affaire. Merci. J'ai Madame Aignan, Monsieur Fasquelle, Monsieur Potier et Monsieur Cazeneuve. La parole est à Christine Aignan pour La République En Marche. Merci Monsieur le Président. Monsieur Touvenel, vous nous avez fait des références intéressantes, des références historiques au XIXe siècle qui nous montrent bien donc, les racines du dialogue social. Mais moi, je voudrais aussi me projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, le numérique bouleverse profondément donc l'entreprise, que ce soit au niveau des processus de fabrication, des relations, des circuits de vente. Donc comment est-ce que vous voyez cette évolution? Comment est-ce qu'il faut aider les entreprises à se moderniser, à se développer, à rester compétitives, mais aussi au niveau des salariés, comment les aider par rapport à cette transformation? Merci. Daniel Fasquelle. Moi, j'ai une question. Je sors d'une audition dans le cadre d'une mission sur l'autisme. Et justement, on a abordé en fin de réunion la question de l'inclusion et de l'accueil des adultes autistes dans les entreprises, parce que c'est encore malheureusement très très rare et très exceptionnel dans notre pays. Donc je voulais savoir sur la question de l'accueil des personnes handicapées, quelle que soit la forme du handicap dans les entreprises. Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet? Est-ce que vous avez des propositions que vous pourriez nous transmettre et qui nous permettraient d'enrichir ce projet de loi sur les entreprises, parce qu'on parle beaucoup du rôle sociétal des entreprises, du rôle environnemental des entreprises citoyennes, mais on parle quasiment jamais de l'accueil des personnes handicapées dans le monde du travail, dont ils sont malheureusement très grandement encore aujourd'hui exclus. Merci. Dominique Potier. Et merci Monsieur le Président. Je ne pouvais pas ne pas rendre à mon tour hommage à Léon Hamel et puis dire à ma collègue En Marche, avec qui nous partageons beaucoup de choses, que à l'époque de Léon Hamel, la révolution industrielle était au moins une transition aussi fulgurante que celle qu'on vit aujourd'hui avec le numérique, et la fin de la paysannerie a été le phénomène majeur du XXe siècle. Je ne suis pas sûr qu'on ait des équivalents aujourd'hui. Donc ce qui compte, c'est l'esprit. Et je voudrais dire que Léon Hamel a été un innovateur, un fondateur extraordinaire qui nous inspire encore aujourd'hui. Moi, je vais pas revenir sur tous les sujets qu'on partage trop largement pour
pour qu'on perde du temps là-dessus, je voudrais vraiment vous amener sur un sujet très pointu, celui des normes de RSE et des normes de notation, d'identification des produits. Il y a un grand débat aujourd'hui, on l'a eu encore avec Nicole Notat il n'y a pas longtemps, sur la question de soft law avec du reporting B2B entre entreprises et certification privée. Je fais partie de ceux avec Nouvelle Gauche qui pensons qu'il faut une norme publique qui permette de noter, de distinguer l'économie sociale, ça c'est clair, c'est les us rénovés tels qu'on le souhaite dans la loi à venir, mais également de noter toute entreprise sur son niveau d'engagement. Et cette norme, dans une démocratie moderne, c'est à la puissance publique de le faire. Bien sûr, c'est aux entreprises de la mettre en œuvre et de la certifier, mais il me semble qu'on a besoin d'un standard, on en parlait ce matin, d'un standard français et j'espère européen de l'entreprise qui permette aux consommateurs, à l'épargnant et aux collaborateurs de savoir à qui il a affaire. Et finalement, est-ce que ce n'est pas une forme de libéralisme moderne que de donner une transparence de la réalité de l'entreprise à ses citoyens dans leurs multiples facettes? Merci. Merci. Sébastien Cazeneuve pour terminer. Merci Président. Oui, juste très brièvement une petite question sur la relation entreprise-consommateur lorsque ce consommateur est une personne morale de droit public. Et donc ma question est très simple et est la suivante. Est-ce que vous avez des propositions d'amélioration de la commande publique et d'exécution des marchés? Je pense notamment à la traçabilité sociale que vous avez évoquée tout à l'heure, qui pourrait probablement être un très bon critère de choix dans les marchés. Merci. Merci, messieurs, vous avez la parole. Merci. Alors, sur la question qui était l'évolution, la modernisation effective, j'en ai parlé un petit peu, c'est la formation qu'il faut mettre au cœur et en permanence. On le dit, il faut le faire. En équipant des outils, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des endroits où les outils datent d'il y a 20 ans, enfin je parle des machines, et là il y a un effort considérable à faire, et sans doute le lien éducation nationale, entreprise est à renforcer, c'est pas un gros mot. Il faut le renforcer, il y a une espèce de crainte des uns et des autres, et on doit avoir des passerelles, et il y a des efforts à faire. Moi je vois... notamment des jeunes. D'abord, on a un pourcentage de jeunes sans aucun diplôme qui est effarant, sans aucun diplôme et sans travail. Donc là, on a une priorité sociale, économique et citoyenne. Je vois aussi des jeunes qui sont envoyés dans des endroits où on est bien content et où la communauté nationale ne fait pas son travail et donc ne les forme pas comme il faut. Je pense à certains BTS dans des zones de banlieue qui sont laissés à l'abandon. Quand je dis laissés à l'abandon, c'est quand on voit comment ça se passe. Alors j'ai des exemples précis, mais d'enseignants qui ne viennent pas parce que tout ça est désagréable, ils sont insultés, ils n'ont pas à se faire insulter, mais l'enseignant il a quand même à venir. Parce que c'est pas parce qu'il y a 2 guignols qui insultent un enseignant qu'il y a 25 gamins qui doivent perdre leur année. Et ça, on en a des exemples tous les jours. Là, on a aussi un gros effort sur comment ces jeunes ensuite peuvent s'investir dans la société quand ils partent aussi mal au départ. Et puis il y a une question qui se pose, on le voit avec l'ubérisation, ce sont les indépendants ou ce que j'appellerais les faux indépendants. Personnellement, j'ai rien contre les indépendants, mais encore faut-il qu'ils soient véritablement indépendants. Et on s'aperçoit que c'est le cas d'Uber, ces gens ne sont pas indépendants. Et sans doute faut-il réfléchir, on connaît aujourd'hui la subordination du contrat de travail, qui est normale. C'est pour ça qu'il faut aussi des syndicats, pour contrebalancer cette subordination, sinon ça devient vite la dictature, s'il n'y a pas un équilibre qui se fait. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la subordination économique. Est-ce qu'à un moment donné, quand je dépends d'un donneur d'ordre, ou de deux, regardez un peu les proportions, je ne suis pas subordonné, et donc le donneur d'ordre économique, celui qui en fait accapare ou reçoit la majorité des bénéfices, doit avoir des devoirs sociaux qu'aujourd'hui il n'a pas. Ça touche les indépendants style Uber et ces métiers, mais ça peut toucher aussi, on doit pouvoir s'intéresser aussi à la sous-traitance. Quand une entreprise dépend d'un donneur d'ordre qui fait 80% de son chiffre d'affaires, regardons ce qu'est la question de la subordination économique et posons-nous la question, je pense à certaines ordonnances. Quand mon donneur d'ordre qui fait 60%, on va dire, de mon chiffre d'affaires, me dit mais maintenant vous pouvez dénoncer les primes conventionnelles et que je suis une petite PME.
C'est quoi ma liberté? C'est de dire non à mon donneur d'ordre et de perdre 60% de mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire de licencier et de fermer? Ou c'est de dire aux salariés, bah, écoutez, on va négocier la fin des primes conventionnelles parce que sinon on perd celui qui nous fait travailler? Il me semble qu'on a un vrai sujet, là. Non? Moi, il me semble qu'on a un vrai sujet. Il y a des lois et des réglementations pour ça qu'il faut aussi appliquer. Vous avez des règles de subordination entre entreprises. Donc, Sur ce sujet précis, la loi fait que... on a vu le CICE quand même, qui à mon sens est une bonne chose, est une bonne idée. Une modalité d'application, avant de donner de l'argent au patronat, on aurait dû avoir des engagements écrits du patronat. Enfin, c'est comme ça que ça se fait un peu partout. Là, il me semble qu'il y a eu quand même une petite erreur. Mais l'idée est bonne. Mais dès que le CICE a été donné, on a vu des grands groupes voir leurs sous-traitants en leur disant « Allez les copains, c'est pour moi, c'est pas pour vous ». Ça, c'est la réalité de l'entreprise. Ça, c'est la réalité économique. On peut dire que c'est pas bien, mais on doit penser cette réalité. Et regardez bien, avec ce cas sur les ordonnances, ce qui va se passer demain, nous sommes très contents, à juste titre, pour les travailleurs détachés, d'avoir obtenu qu'un travailleur détaché qui vient en France, avant il touchait le salaire, et maintenant il doit toucher, enfin maintenant, le temps que soit mis en place, pas avant 3 ans, il devra toucher le salaire et les éléments conventionnels du salaire. D'accord? C'est-à-dire les primes des conventions collectives. Avec ce qui a été voté. Je suis une entreprise bulgare qui fait de la traite d'êtres humains. Demain, j'applique le droit français et je négocie dans mon entreprise bulgare la fin des primes conventionnelles. Et je suis revenu au point de départ où le salarié bulgare, alors j'en parle parce qu'on travaille beaucoup avec les Bulgares, on travaille beaucoup avec les Roumains, va se retrouver, comme hier, avec juste son salaire, sans toutes les primes conventionnelles, parce que vous avez voté un texte sans écouter toujours les organisations syndicales qu'il faudrait écouter. Ça n'a pas été voulu, mais c'est une des conséquences. Mais je sais bien qu'un texte voté, on peut toujours revenir dessus. Vous êtes le deuxième à me faire le coup aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas vous écouter, on vous a invité aujourd'hui. Là, on est en amont de préparation d'un texte. S'il vous plaît, nous essayons de faire ça de manière aussi ouverte que possible. Et merci de nous écouter, Monsieur le Président. De temps en temps, il faudrait nous entendre. En tout cas, on est là pour vous écouter, comme tous vos collègues qui ont été là aujourd'hui. Sur proposition handicap... alors, on a des propositions, je ne suis pas le spécialiste chez nous du handicap, mais on pourra vous les envoyer. Cela dit, c'est une éducation de l'ensemble de la société aussi. Quand vous allez, notamment, vous allez en Irlande, vous allez en Écosse, vous voyez beaucoup plus de personnes handicapées, notamment des trisomiques, qui travaillent dans les magasins, qui travaillent dans les stations-service. Chez nous, on ne les voit pas. Où sont-ils cachés? C'est un non-sens. Et là, il y a toute une éducation à faire. Il y a de la place pour un certain nombre de personnes handicapées pour des métiers. Alors peut-être que dans un certain nombre de cas, ils serviront un petit peu moins vite. Perdre 1 minute ou 30 secondes pour que quelqu'un vive de son travail. C'est ça, on parlait tout à l'heure de la valeur travail. La valeur travail, c'est aussi ça. C'est pas qu'une valeur financière. La valeur travail, c'est d'abord participer à la société, à l'œuvre commune. Je me réalise par mon travail. Je suis co-créateur. Eh bien, les personnes handicapées, alors je ne parle pas des handicaps les plus lourds, bien entendu, bien des personnes handicapées, on leur refuse aujourd'hui d'être co-créateurs et d'avoir leur place dans la société. À nous de tous faire l'effort. Alors l'effort, c'est aussi l'effort des entreprises, mais qui ont aussi des problèmes de rentabilité. À nous de veiller, justement, à aider les entreprises qui font leur place. Alors ça existe, hein, mais il faut le développer. Et je reviens à la question du départ. L'entreprise qui va faire un effort particulier, au-delà de la loi, pour prendre des handicapés, aujourd'hui, vu le Code civil, tomberait sur le coup de la loi. C'est pour ça qu'il faut changer cet article du Code civil. Ah oui, oui, non, c'est pas son but. Hein. Son but, c'est de faire des bénéfices. C'est pas de s'occuper des handicapés. C'est inscrit dans la loi. Depuis le Code Napoléon, je sais bien, mais voilà, c'est pour ça, à mon sens, qu'il faut le changer. C'était un bon exemple pour nous montrer qu'il y a nécessité de changer cet article du Code civil. Sur les normes RSA, je laisse la parole à Geoffroy.
Oui, donc c'est effectivement une préoccupation, c'est d'essayer de normaliser un petit peu tout ça. Alors ça commence déjà par avoir l'information. Pour être capable de porter un jugement sur une entreprise et donc de normaliser ce jugement, il faut déjà commencer par avoir l'information. Alors donc il y a eu des progrès qui ont été faits. Il y a eu l'article 225 de la loi Grenelle 2, donc qui maintenant est en place. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est étendre les obligations qui sont aujourd'hui réservées à quelques grandes entreprises. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui ne publient pas. Donc sur lequel il est très difficile évidemment ensuite d'avoir une analyse de leur comportement sur les questions environnementales, sociales, sociétales et leur comportement en matière de gouvernance. Donc le premier sujet, avoir l'information. Et là, il y a encore des progrès à faire. Et ensuite, une fois qu'on a l'information, qu'est-ce qu'on en fait? Comment allons-nous la traiter? D'abord, il faut s'assurer de la qualité de l'information. Donc il y a peut-être des commissaires aux comptes qui doivent intervenir. Enfin, donc c'est aussi un sujet, ça, que l'information soit fiable et contrôlée. Et alors après, bon, il faut la traiter pour arriver à en tirer un jugement sur les entreprises, parce qu'au final, c'est bien de ça dont on parle. On va porter un jugement sur le comportement de l'entreprise, sur des questions sociales, environnementales, sociétales. Alors là, aujourd'hui, on est dans un univers où le subjectif a encore une part très importante. Bon, il y a des agences de rating comme Vigeo ou d'autres que vous connaissez tous, mais la part, même si des gens comme Vigeo font des analyses très fines, mais il ne reste pas moins qu'il y a de façon ultime, il y a une appréciation où le subjectif a une part. Donc ça, c'est un terrain sur lequel il faut travailler. Alors, évidemment, quand on parle du CO2, ça se mesure. Alors là, on a des choses scientifiques, mais il y a un tas de choses sur pourquoi le dialogue social, ça se mesure comment. Alors, il y a plusieurs façons, beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées là-dessus, mais voilà, il n'y a pas encore de normes là-dessus. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une préoccupation, donc au niveau de l'investissement, l'investissement socialement responsable dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un label qui a été créé donc sous l'égide de Bercy, donc un label public, dit label public ISR. Il n'est pas très méchant, je fais partie du comité du label et j'ai construit ce label. Voilà, il n'est pas très méchant parce que les sociétés de gestion, évidemment, n'ont pas très envie d'avoir des contraintes. Et donc là, il faut le renforcer. Et il faut le renforcer sur la voie de l'impact, de la mesure de l'impact. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut déjà avoir l'information et ensuite l'organiser de façon normalisée pour avoir un instrument de mesure. Donc voilà, tout ça est en main. Il y a aussi un autre endroit où on travaille là-dessus, c'est la plateforme RSE, où là, on a fait un appel à projets pour que des projets naissent dans les territoires. Et on a l'ambition donc de définir pour certains métiers, ceux qui seront candidats à ce projet, un référentiel et puis mener une expérimentation, etc. Donc la question est évidemment tout à fait intéressante et le sujet est en main, quoi, si j'ose dire. Mais il y a encore du chemin et ça fait un moment qu'on rame. Mais ce qui nous fait le plus plaisir, c'est qu'il y a, du côté du consommateur, il y a une réponse. Parce que c'est bien joli de vouloir noter les entreprises, mais si ça n'intéresse personne, on rame un peu dans le vide. Donc voilà, on sent qu'il y a une appétence du côté des particuliers et surtout des institutionnels aujourd'hui pour orienter les capitaux vers les entreprises qui se comportent bien. Et donc on est très, sérieux, enfin très soucieux à ce qu'on puisse apporter une espèce de garantie au consommateur qui a des exigences et on pourrait lui dire, voilà, nous vous garantissons que, je sais pas quoi, Danone se comporte bien sur les critères ceci et cela. Et nous avons, je rajoute sur la même idée, sur le solidaire, on a un peu aussi les mêmes sujets. Il faut aussi qu'on ait des instruments de mesure qui soient beaucoup plus solides et sérieux, de façon à ce que l'épargnant qui dit je vais sur du solidaire, on a une garantie que c'est vraiment du solidaire. Et là, je pense qu'il y a aussi il y a des travaux en cours et il faut que ça progresse. Merci, monsieur Tounel. Si vous voulez... Oui, il y avait monsieur, puis si vous voulez en profiter pour conclure aussi l'audition. Très bien. Alors, il y avait la question sur les personnes de droit public, les marchés publics. Je crois qu'on peut
leur demander d'être exemplaires et que de mettre des conditions sociales dans les marchés publics et de vérifier que ce qui est mis sur le papier est vraiment dans les faits, mais il y a des choses aussi sur les délais de paiement. On s'aperçoit que ça pose de gros problèmes à un certain nombre d'entreprises petites ou moyennes. Et donc il y a des efforts qui ont été faits, des améliorations qui ont été faites, mais c'est insuffisant. Donc il nous semble que les délais de paiement des sommes dues aux entreprises, il faut renforcer les sanctions en cas de dépassement, notamment quand ce sont des entreprises publiques ou parapubliques qui ne sont pas exemplaires en la matière, loin de là. Il nous semble aussi que sur les marchés publics, il faut faire passer la compte à la commande de 5 à 20%. Nous proposons 20%. Pourquoi ? Parce qu'on voit des exemples précis d'entreprises performantes qui pourraient se développer et qui ne le peuvent pas parce qu'elles n'ont pas le financement, parce qu'on exige d'elles, moi j'ai des exemples d'entreprises inventives, performantes, en capacité d'avoir des marchés, mais qui ne peuvent pas les prendre parce que le délai de paiement est tel et les acomptes sont si faibles qu'ils n'ont pas les moyens de passer plusieurs mois en payant des salariés et en achetant des outils sans avoir le paiement, les rentrées financières. Et donc on a des entreprises qui ne se développent pas pour ces raisons-là. Beaucoup plus que sur, je reviens au PAC et à des éléments du PAC, sur ce qu'on appelle les seuils sociaux, dont on nous parle beaucoup, mais je ne vois pas de seuil social qui est mis en faillite des entreprises. Par contre, des problèmes d'acompte et de délai de paiement, ça j'en connais beaucoup. Et là, les pouvoirs publics devraient être exemplaires en la matière. Sur des points du PAC, les points, je ne vais pas tous les faire, nous sommes entièrement d'accord. Mettre en place un guichet unique à l'exportation, oui. Former les dirigeants de PME au commerce international et à l'internalisation des entreprises, oui. Enfin, je vais pas, voilà, il y a des très bonnes choses qu'il faut faire. Je voudrais insister sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une discussion, c'est obligatoire à partir de 50 et pas en dessous. Alors il y a des cris qui sont de dire mais vous allez nous ruiner, c'est impossible. C'est les mêmes cris qui ont été poussés quand ça a été mis en place par un dangereux gauchiste qui s'appelait le général de Gaulle, pour les jusqu'à 100 salariés. Ensuite quand ça a été de mémoire en 67. Ensuite, quand de mémoire en 74, on est passé au seuil de 50, les mêmes qui nous ont dit que ça serait la ruine de 50 à 100 nous disent aujourd'hui que ça serait la ruine en dessous de 50. Je n'y crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, quand les salariés savent qu'ils participent effectivement aux fruits de leur labeur quand il y a bénéfice, ça motive, et ça motive énormément. Et que le rendre obligatoire ne serait que justice. Il ne s'agit pas de distribuer ce qu'on n'a pas. Il s'agit que les salariés aient une part dans la distribution, comme l'ont légitimement les actionnaires. Je ne serai pas trop long, effectivement, il faudrait revoir aussi le calcul. Vous savez que ça commence par une division par 2, par exemple, le mode de calcul qu'il faudrait revoir, puisque ça n'a plus aucun sens. La division par 2 du mode de calcul de la participation, elle a été mise en place parce qu'à l'époque, l'impôt sur les sociétés était de 50%. Et c'est pour neutraliser l'effet 50% de l'impôt sur les sociétés qu'on a divisé par 2. Donc ce que je propose, c'est qu'aujourd'hui, dans le mode de calcul, au fur et à mesure qu'on descend l'impôt sur les sociétés, on change le diviseur. Ça serait aussi juste. Il y aurait d'autres choses à simplifier, mais je ne reviens pas là-dessus. Mais c'est vraiment un message fort à envoyer aux salariés, y compris les petites entreprises. Si votre travail a rapporté des bénéfices, il est légitime que vous ayez une part de ces bénéfices. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en plus, si ces sommes sont bloquées 5 ans, ça a un autre effet. C'est un effet anticyclique. Quand dans une entreprise, j'ai connu une bonne période, et donc j'ai distribué aux salariés qui ont été bloqués pendant 5 ans, et qu'il y a une période plus difficile, ça fait une poire pour la soif. C'est bon pour les salariés, financièrement, et c'est bon pour l'ambiance de l'entreprise. Ça évite qu'on ait dans les périodes les plus difficiles des revendications salariales désordonnées, j'allais dire. Il y a aussi cet effet-là. Vous avez eu, je pense, un petit papier de notre part, si vous ne l'avez pas eu, on peut vous l'envoyer, qui reprend les éléments du pacte, dans lequel, encore une fois, il y a beaucoup de points qui nous semblent positifs, qu'il faut affiner.
Et on est prêt à les affiner avec vous et avec, évidemment, vous qui êtes les législateurs et qui allez décider, et c'est bien normal, c'est votre rôle, et avec aussi les entreprises, parce qu'encore une fois, nous sommes des corps intermédiaires et à un moment donné, il faut nous laisser notre espace de liberté, d'organisation et de négociation. Et quand on regarde, on n'est pas si mauvais que ça quand on nous laisse notre espace de liberté. Geoffroy, tu veux peut-être... Oui, je voudrais aussi, attirer votre attention sur les problèmes de gouvernance des entreprises et les fonctionnements des conseils d'administration. Je pense que là, il y a encore un terrain sur lequel on peut progresser. Donc, dans le document qu'on vous a remis, on a listé un certain nombre de choses. Je ne vais peut-être pas les reprendre toutes, mais voilà, on a par exemple des soucis sur les conflits d'intérêts qui peuvent se présenter au niveau des administrateurs, sur l'assiduité aux réunions. On a aussi un souci sur les jetons de présence. Les jetons de présence, l'enjeu des jetons de présence, c'est l'indépendance. Et donc aujourd'hui, il est très difficile pour un administrateur, il faut être très courageux pour s'opposer au président et prendre le risque de perdre un revenu de 80 000 euros par an. Donc les jetons de présence, nous proposons qu'ils soient plafonnés à 10% des revenus de l'administrateur. Comme ça ne deviendra pas un enjeu de conflit d'intérêts. Donc nous pensons que sur le régime des conventions réglementées, il y a des choses à faire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les conventions réglementées, elles sont soumises à vote, mais c'est un vote pour info, parce que finalement, quand le vote est négatif, on peut quand même passer outre. Donc ça, c'est quand même aussi un problème. Sur la politique de rémunération des dirigeants, il y a beaucoup à dire. Il y a une chose très simple qu'on pourrait faire, c'est déjà de porter à 4 ans le vote des actionnaires, sur la périodicité du vote des actionnaires, donc qu'il y ait une visibilité de 4 ans au lieu de 3 ans actuellement. Voilà. Également, pour ce qui est de la vigueur de la démocratie actionnariale, aujourd'hui, le seuil de détention d'actions pour présenter des résolutions d'Assemblée générale nous semble très élevé et il serait bon de l'abaisser pour qu'il y ait plus que la démocratie actionnariale puisse mieux fonctionner, que les actionnaires qui le souhaitent puissent présenter des résolutions. Et puis sur le terrain de la transparence, voilà, en Italie, on publie qui a voté quoi. Et en France, c'est complètement opaque. Et je pense que ce serait une bonne mesure. Donc voilà. Alors après, on vous a peut-être interrogé sur le code AFEP-MEDEF. Nous, on vous a dit quelque chose dans notre document. L'AFEP-MEDEF dit évidemment, elle entend faire la police elle-même chez elle. Bon, déjà, il faut savoir que l'AFEP-MEDEF ne couvre que 15% des entreprises, et donc c'est pas voilà. Et d'autre part, nous reprochons à ce système d'être aujourd'hui assez peu transparent et surtout pas audité. Donc c'est une affaire qui se fait entre acteurs, mais sans audit externe qui nous dirait que ça fonctionne bien. Donc ça nous paraît tout à fait insuffisant pour pouvoir accepter l'idée que les entreprises vont se gérer elles-mêmes sur ces questions d'environnement et de responsabilité sociétale. Voilà, c'était les deux choses que je voulais rajouter. Excusez-moi, j'allais oublier un point, je vais être très rapide sur faciliter l'introduction en bourse des PME. On n'est pas opposé, mais soyons très prudents parce que je connais un peu le sujet et généralement, ce que ça permet de développer, c'est plutôt les introducteurs que les entreprises. Il y en a beaucoup de PME qui ont été introduites en bourse, à qui ça a coûté très cher parce que c'est inadapté, elles ne savent pas faire, elles ne savent pas gérer et ça a été une catastrophe pour beaucoup d'entreprises. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour cette audition complète et j'imagine pour certains convaincante. On va continuer en tout cas notre travail d'audition demain avec la CGPME et Force ouvrière. Bonne fin de soirée à tous et à toutes.